À la une ce soir, les premiers chantiers de la ministre des Outre-mer. Annick Girardin a d'ores et déjà présenté sa feuille de route pour nos régions. Elle a adressé une demande au président de la République pour que son ministère soit élargi aux questions liées à la mer. Violences faites aux femmes, le combat continue. La délégation régionale aux droits des femmes a mis en place aujourd'hui une journée d'information à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre. L'objectif, échanger sur les dispositifs existants avec les victimes pour sortir du calvaire. Et un mouvement de grève que secoue la crèche La Ronde Enfantine aux Abîmes. Les salariés affiliés à l'UTA-UGTG dénoncent de mauvaises conditions de travail et une pression morale qu'exercerait la direction sur le personnel. Le reportage de Karen Diamin est à venir. Et après avoir arraché le paiement des sommes attribuées par les prud'hommes à la société Bois Debout, la CGTG a lancé un mouvement de grève de 24 heures reconductible à l'attention des 12 autres exploitations de production de bananes qui sont dans leur viseur. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Le gouvernement a tenu ce matin son premier conseil des ministres. Après la traditionnelle photo de famille, la nouvelle ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, s'est rendue directement rue Oudinot afin de se mettre au travail. Il faut dire que de nombreux dossiers l'attendent, notamment l'accord pour la Guyane. Quelle sera donc sa feuille de route? Elle nous a dévoilé quelques lignes de celle-ci. Un entretien signé Éric Dupuis. C'est une première à plus d'un titre. Pour les journalistes d'abord, qui ont été cantonnés inhabituellement pour un premier conseil des ministres au Palais de l'Élysée, et puis aussi pour les participants tout juste nommés, à l'exception de la ministre des Outre-mer. Car avant d'emménager dans son bureau de la rue Oudinot, Annick Girardin a déjà travaillé dans 2 autres ministères. Et c'est cette expérience qui lui a permis de soumettre, dès ce premier conseil des ministres, une demande au chef de l'État. J'ai fait remarquer qu'il y a déjà un certain nombre de réactions sur l'absence de la mer dans ce gouvernement. On verra effectivement dans les jours à venir, mais avoir une compétence spécifique, notamment liée aux différents bassins maritimes, pour aller plus loin. Aller plus loin sans repartir de zéro, c'est aussi l'aspect symbolique de sa nomination à ce poste. Poursuivre la politique outre-mer du précédent quinquennat. Il y a les dossiers effectivement urgents des territoires qui attendent une continuité dans ce qui a été fait, promis, les engagements, notamment en direction de la Guyane. Et puis il y a dans ce mois qui vient aussi quelques allers-retours dans ma circonscription, puisque comme d'autres ministres, je vais avoir une campagne à mener, donc il faudra mener tout ça de front et très très vite. Très vite, comme la nomination de son équipe qui sera connue à la fin du week-end. Car si Annick Girardin est bien consciente d'une chose, c'est que son temps lui est compté. Et dans le même temps, la nouvelle ministre des Sports, Laura Flessel, a également pris possession de ses nouveaux bureaux. Sa nomination continue de susciter de la joie et de l'espoir. Une fierté pour les Guadeloupéens, mais surtout pour ses proches. Isabelle Amos s'est ainsi rendue au cocon familial pour y rencontrer la mère de Laura Flessel. On l'écoute. Ça a été une surprise, comme je le disais si bien à vos confrères. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. De là à penser un seul instant qu'elle aurait eu ce titre, alors pas du tout, ça ne me ferait pas à l'esprit. Je remercie le président Macron d'avoir pensé à elle, mais je dis aussi que ce titre honorifique, certes, mais il y a aussi une lourde responsabilité. Donc, comme je connais un peu ses qualités, c'est comme on dit dans le langage de chez nous, son bourreau à travail. Elle va s'atteler à la tâche et elle mettra tout en œuvre pour réussir. Et c'est pourquoi je disais dans mon entourage, je leur disais à ceux qui m'écoutaient hier, qu'il faudrait que nous nous donnions la main pour que nous l'aidions dans cette entreprise. Parce que ce ne sera pas une partie facile. Une de ses qualités, si je peux m'exprimer ainsi, elle est jusqu'au boutiste. Oui. Et de tout temps, depuis sa tendre enfance, c'est l'enfant qui met tout en œuvre pour parvenir à ses fins. Et jusqu'au bout. Tant qu'elle n'a pas atteint son objectif, elle n'arrête pas. Donc, je me dis, si elle garde cette impétuosité, elle risque de percer. Et avec, bien entendu, la collaboration de son équipe, parce qu'elle ne sera pas seule, elle travaille avec une équipe. Donc, faisons-lui confiance. Et nous vous
prions de nous excuser pour la qualité audiophonique de cet entretien signé Isabelle Hameau. Et pour resserrer les liens familiaux et comprendre les évolutions de la famille guadeloupéenne dans son ensemble, le conseil départemental a lancé les premières assises de la famille, une consultation à l'échelle du territoire où chacun est appelé à donner son avis. Hier après-midi, la population était invitée à échanger sur le thème compétences et autorité parentale à la salle Blancourt-Francillette de Trois-Rivières. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Pour ce nouveau rendez-vous des assises de la famille à Trois-Rivières, 2 thèmes étaient au centre des débats, l'autorité parentale et la violence. Différents acteurs de la vie associative et une grande partie de la population sont venus en nombre débattre des maux qui gangrènent la famille. C'est vrai que nous, dans notre culture aux Antilles, on a tendance à beaucoup cacher les choses en disant ça n'a pas dit, pas là, tout comme ça. Et je trouve que si jamais il y avait l'indifférence, c'était un peu par rapport à notre façon de fonctionner au fond, quoi. Le conseil départemental entend poser des nouvelles bases de la famille en interrogeant sur ce que représente la famille d'aujourd'hui. Il faut essayer de comprendre pourquoi notre société a évolué vers cette violence que nous avons continuellement et que nous essayons de comprendre et de gérer. Donc un certain nombre de réflexions inévitables si nous voulons aller plus loin, si nous voulons comprendre, proposer un nouveau départ pour les familles guadeloupéennes, tout au moins, je dirais, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, et c'est ce que nous faisons. C'est avec enthousiasme qu'Hélène Christophe Vainqueur reçoit ces assises. Elle y voit là une des pistes pour éradiquer la violence. Cette initiative du conseil départemental elle est fondamentale parce que nous nous rendons compte que nous avons une société qui a beaucoup évolué très vite et qui effectivement a perdu ses repères. Je ne dis pas qu'on doit retourner aux vieilles méthodes, mais il faut pouvoir véritablement essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. Une manifestation qui reçoit un bon accueil de la population en quête de réponses et de solutions pour retrouver les fondements d'une famille guadeloupéenne. Et pour aller plus loin, l'élu en charge de l'enfance et de la famille au conseil départemental nous a rejoint sur ce plateau. Eliane Guiogou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la présidente, je l'ai dit tout à l'heure, de la commission enfance et famille au conseil départemental. C'est la première fois qu'est organisée des assises en Guadeloupe, où la population est consultée en tout cas sur cette thématique. La parentalité, on a vu qu'il y a énormément de monde qui était présent hier à Trois-Rivières. C'était urgent de mettre en place cette manifestation? Urgent de mettre en place la manifestation, oui, par rapport aux problématiques qui se posent sur nos territoires. C'est vrai qu'avec tous les effets qu'il y a eu, avec toute la violence qu'il y a eu, avec le délitement de la famille, la présidente du conseil départemental a donc décidé de mettre en place les premières assises de la famille. Tout simplement, nous voulons au niveau du conseil départemental, mais aussi avec les partenaires qui nous accompagnent, puisque nous ne sommes pas seuls dans cette grande aventure. Nous avons la Caisse générale de sécurité sociale, nous avons la CAF, nous avons l'UDAF, nous avons l'ARS, nous avons l'éducation nationale et je dirais que nous avons la population avec les associations qui sont acteurs de la société et du territoire de la Guadeloupe. Donc nous avons, avec tous ces partenaires, décidé d'interroger la population sur ce que c'est que la famille, sur les problématiques que rencontre la famille, quelles sont leurs contradictions, quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'elles attendent véritablement et qu'est-ce qu'est la famille aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de mettre ensemble en place ces premières assises de la famille. Comment seront utilisées les ébauches de réflexion des citoyens? Alors, nous descendons sur les territoires, puisque vous avez bien vu, je viens de voir tout à l'heure, à Trois-Rivières, excusez-moi. Nous descendons sur les territoires pour pouvoir entendre les acteurs, la population, les associations, les cultes, les sportifs, la jeunesse, autour de deux thématiques principales qui sont donc l'autorité parentale et les violences dans les familles. Donc nous descendons, je me disais, dans les villes pour les entendre, pour recueillir un peu tout ce que nous pouvons avoir comme apport pour mener les débats. Et ensuite, nous allons tenir une plénière au mois de janvier, après avoir rencontré les territoires de la Guadeloupe. Et à partir de cette plénière où sera restitué les assises, nous allons tenir un comité de suivi avec tout ce que nous aurons entendu,
avec la synthèse que nous fera le modérateur, en la personne de M. Pierre-Yves Chicot et d'autres, nous allons retenir un certain nombre d'actions à mener sur les territoires. Alors pourquoi nous descendons dans les communes, vous nous demanderez certainement pour quelles raisons. Tout simplement parce que nous avons compris qu'avec les maires qui sont dans la proximité, il y a une importance nécessaire de se mutualiser et c'est la raison pour laquelle l'Association des maires de Guadeloupe nous accompagne et nous attendons beaucoup des municipalités, beaucoup de leurs services, beaucoup de leur population pour qu'ensemble, conseil départemental et maire, nous puissions faire un seul et nous puissions faire un esprit famille pour développer les actions qui seront menées sur leur territoire par la suite avec le conseil départemental et les autres partenaires. Hélène Gueugou, l'initiative est louable, hein, mais dans ce contexte que l'on sait contraint financièrement pour le conseil départemental, beaucoup de choses sont prévues, notamment un label Esprit Famille, peut-être un financement de certaines manifestations qui traiteront de la famille. Est-ce que finalement le conseil départemental aura-t-il les moyens de ses ambitions? Il n'y a pas seulement le conseil départemental dans les assises de la famille. Nous avons des partenaires. La CGSS qui s'occupe effectivement depuis l'enfance jusqu'à la retraite. Nous avons la CAF qui s'occupe des familles. Nous avons l'éducation nationale avec la parentalité. Nous avons l'UDAF qui s'occupe des familles qui sont en grande difficulté. Nous avons l'ARS en matière de santé. Tous ces partenaires doivent se mettre ensemble, chacun dans leur domaine, parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'actions qui se font sur le territoire, peut-être un peu parsemées. Maintenant, nous disons, mettons-nous ensemble, chacun dans nos domaines, avec ce que nous faisons, chacun aidant comme nous le pouvons, mais mettons ensemble pour que nous puissions vraiment accompagner de manière beaucoup plus objective et de manière beaucoup plus claire les problématiques des politiques publiques familiales qui se trouvent sur le territoire de la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que vous me parlez du problème financier, mais je dis qu'il n'y a pas que le problème financier. L'accompagnement social des publics, c'est pas forcément financier. Vous rencontrez quelqu'un en difficulté. Il y aura quand même des mesures d'urgence Oui, il y aura certainement des mesures d'urgence à déployer, mais il y a un accompagnement social qui se fait aussi et qui, me semble-t-il, reste très important par rapport aux coûts financiers. Sortir quelqu'un de la précarité, voir une personne âgée qui peut-être n'a pas suffisamment de retraite, être accompagnée par le conseil général, être accompagnée par le service de la sécurité sociale, le service des retraites de la sécurité sociale. Ça aussi, c'est l'esprit famille et ça aussi, ça participe des assises de la famille. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ce soir, je le rappelle, que les Guadeloupéens seront appelés à se prononcer, à donner leur avis jusqu'au 16 décembre. Et nous les attendons donc nombreux, samedi, de 8h30 à 12h30. Donc les deux rencontres territoriales se font l'une sur les abîmes et l'autre sur Morne-à-l'eau. Simultanément, nous tenons donc les deux rencontres pour pouvoir recueillir l'assentiment, pour recueillir un peu ce que la population abîmienne et ce que la population mornalienne nous dira dans le cadre des assises de la famille. Je crois que la question de la violence sera également abordée, mais aujourd'hui était abordée la question de la violence faite aux femmes à la salle Georges Tarrer de Pointe-à-Pitre. C'est la délégation régionale aux droits des femmes qui en est à l'origine. Comment sortir du calvaire? Reportage Linda Cayarty. On regarde ensemble. Mais comprendre, agir et en parler, les violences faites aux femmes ne doivent plus être passées sous silence. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que dans cette société, que nous regardions autrement, que nous fonctionnons autrement et que nous nous respections, que nous nous aimions pour éviter que la Guadeloupe soit dans cette situation de violence. On dit que souvent il y a plus souvent des femmes victimes de violence, il y a des hommes aussi qui sont victimes de violence, mais amener l'homme et la femme à se regarder autrement, en être égaux pour pouvoir se respecter. Donc, dans cette bataille, professionnels, proches ont un rôle à jouer pour mieux appréhender la question des violences faites aux femmes. Nous aurions souhaité aujourd'hui avoir ce que nous appelons le public cible, c'est-à-dire qu'avec les CECAS et d'autres personnes, d'autres organismes qui touchent ce public cible, avoir le public pour que lui réagisse. À ne pas systématiquement aussi dire « moi, j'écoute, je réponds, je participe, mais je ne suis pas concernée ». Bon nombre d'associations, de structures viennent en aide à ces femmes, mais aussi à leurs proches, pour sortir d'un cercle vicieux. Elles n'ont pas conscience en fait, justement d'être dans cette spirale de violence en fait. Pour elles c'est normal en fait d'être humiliées, rabaissées, tout ça par leur compagnon, alors qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas normal quoi. Pour ces professionnels aujourd'hui, une fois de plus, il devient urgent de mieux réagir face à un phénomène qui parfois peut devenir dramatique.
Et dans le reste de l'actualité, 223 kilos de cocaïne ont été saisis au large de la Martinique à bord d'un petit navire de commerce par la douane maritime et l'Octrice. La valeur de la marchandise est estimée à 9 millions d'euros. Région avec Alizé Lutran face à la caméra de Michelet François. Il s'agit d'un bateau qui vient de Saint-Vincent, qui allait vers les îles du Nord, probablement sur Saint-Martin, et que à travers donc un transport de marchandises régulier, donc les trafiquants passaient des grosses quantités de cocaïne destinées donc aux Caraïbes et fort probablement en rebond sur nos îles des Antilles françaises. Nous avons eu moins de saisies depuis le début de l'année, donc la marine a fait des interceptions de cannabis et nous cette première affaire en 2016, mais nos collègues douaniers de Guadeloupe ou de Martinique dans les aéroports de Guadeloupe, donc dans les conteneurs maritimes, donc les conteneurs de marchandises qui partent vers l'Europe, donc la grosse saisie de 800 kilos de cocaïne par exemple, il y en a eu d'autres, démontrent que les trafiquants s'adaptent, donc ils savent que nous sommes très efficaces autour de nos côtes des Antilles françaises, mais même en haute mer, donc ils savent que nous allons assez loin et donc le vecteur des conteneurs est maintenant aussi utilisé. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. La CGTG a dans son viseur 12 autres exploitations agricoles de bananes après l'autre société Bois Debout. Et puis c'était aussi le colloque des ambulanciers aujourd'hui dans un hôtel du Gosier. Il était difficile de circuler ce matin sur la route nationale 1 du côté de Cap-Esterbello. Dès 5 heures du matin, les ouvriers agricoles de la banane affiliés à la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe étaient mobilisés au niveau du giratoire. Quelques semaines après avoir arraché le paiement des sommes attribuées par les prud'hommes, la CGTG a lancé à compter de ce jour un mouvement de grève de 24 heures reconductible. Dans leur viseur, les 12 autres exploitations de production de bananes. Nathalie Dinan, Moïse Dexter, Patrick Curie. Mobilisés au rond-point de la Cassavrie, des salariés des 12 exploitations agricoles de bananes revendiquent le respect de leurs droits. Ces ouvriers exigent l'application des mêmes droits que les employés de l'ASA Bois Debout. Ils avaient bloqué afin d'obtenir leur dû, acté dans une décision de justice. Cette mobilisation a provoqué de lourds ralentissements. Nous toujours qu'à parler, parce que moi quand je travaille en exploitation, l'exploitation là, on a parlé patron là. Restant, Mouna SCA Bois du Manoir, etc. Yo j'ai parlé de patron yo. Quand yo a dit que accord SCA Bois de yo rien à voir dans ça. Mais fait nous savons que banana que SCA Bois de Boula a voyé en métropole là, c'est même banane que nous avons voyé aussi. Tout ni même bien là, alors fait nous ni même droit qui SCA Bois de. Reconnaissance de la pénibilité au travail, application de la loi de mensualisation de 1989, le 13e mois, la prévoyance. Voilà quelques-unes des revendications brandies par les grévistes. Nous qui travaillons dans un secteur, c'est la pénibilité. Pas le monde ne compte à ça que nous avons dit. Nous pas ni la mensualisation. Pas le monde ne compte à ça nous avons dit. Ça nous a demandé l'argent de là. Faire le groupement, nous briser le groupement pour mettre en convention collective sur pied. Parce que ce n'est pas normal que c'est nous, les ouvriers agricoles, qui a fait la Guadeloupe tourner. C'est nous qui avons fait l'économie à la Guadeloupe tourner. Alors il faut qu'ils comptent sur nous. Nous demandons à le préfet, conseil régional, conseil départemental de prendre responsabilité parce que nous appelons à bloquer le pays là. Pour moi, l'économie, nous avons bloqué parce que c'est nous qui avons fait l'économie là. Ils ont d'ores et déjà prévenu, si toutes leurs revendications n'étaient pas satisfaites, le risque de se faire entendre sous d'autres formes, plus dures, n'est pas exclu. Et une rencontre a enfin pu se tenir ce matin entre les représentants des salariés grévistes de Route de Guadeloupe et la région Guadeloupe. Le conflit va-t-il avancer, d'autant plus que les autres syndicats contestent les méthodes de l'UTC-UGTG. Les explications de Karen Diama. Après plusieurs tentatives infructueuses, syndicats et direction ont enfin pu se retrouver autour d'une table pour négocier. Un soulagement pour la direction. Non, ça se passe très bien. Je pense que le plus important, c'était de créer les conditions d'une bonne rencontre. Donc il fallait le temps. Hein. C'est bon, comme il y a un passif. C'est une entreprise qui est jeune, hein, de Guadeloupe, une collectivité. Avant, il y avait la DDE, donc il y avait des habitudes. Donc nous rentrons dans un nouveau cycle. Donc il fallait créer des conditions pour les deux parties. Donc ces conditions ont été réunies. Donc la rencontre se poursuit.
Si le syndicat a accepté les conditions de rencontre, et en partie grâce au mandat signé de la collectivité régionale, il déplore néanmoins le manque de préparation de la direction quant au point de revendication à négocier, notamment le régime indemnitaire. Mais si vous voyez un projet, si on prend depuis février et je de là au mois de mai, bien entendu, il faut ouvrir négociation, si on prend là ça. Et pour nous bien comprendre en Guadeloupe qu'elle est au bas de ces établissements-là des projets, nous avons fait des projets et il n'y a pas qu'à répondre. Et c'est ça nous essayons de faire comprendre, que nous voyons un projet, quel que soit incohérent, si tu es né à d'un bon, pas bon, mais au moins on a écrit, qui voyait le projet là pour dire au moins le projet là pas bon, ou pas d'accord. Rien n'est pas fait. Et là, nous sommes obligés d'expliquer bon matin là. Et c'est là nous y est. Bon, après, si toutefois nous arrivons à comprendre, nous, si prenons ça, nous créons ici la NBI et vers les autres points. Mais ça a été étonnamment que bon, aujourd'hui là, nous signons bien si prenons ça parce que pour le monde comprendre. Lentement mais sûrement, un protocole de fin de conflit devrait émerger la semaine prochaine. Et puis sachez qu'une autre rencontre devrait avoir lieu d'ici le début de la semaine prochaine. Et aux Abîmes, la crèche La Ronde enfantine n'a pas pu accueillir ses enfants ce matin en raison d'un mouvement de grève reconductible lancé ce matin même par l'UTH-UGTG. Les salariés grévistes dénoncent des conditions de travail déplorables, une pression morale qu'exercerait la direction, un manque de personnel ainsi qu'un manque d'hygiène et de sécurité. On regarde le reportage édifiant de Karen Diama. C'est un ras-le-bol général qui a poussé Patricia et ses collègues à lancer ce matin une grève reconductible dans cette crèche de quartier. Ça ne va plus. Il y a un manque de respect, un manque de communication, la direction nous menace, on est convoqué souvent au bureau, on a un manque d'hygiène. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas d'eau. Quand les choses ne vont pas bien, on essaie de dire ça aux parents, mais elle nous menace tout de suite. Ah, il faut pas dire aux parents, sinon je vais vous éjecter. À cela vient s'ajouter un manque de personnel au sein de cet établissement, qui abrite une crèche comptant 45 enfants inscrits et une école regroupant une classe de CP et une grande section pour un total d'environ 65 enfants. Quand nous sommes en manque de personnel, elle essaie de débaucher les gens dans la crèche pour pouvoir aller s'occuper du chemin de l'école. Des fois, elle descend, elle fait que demander combien d'enfants. Vous avez combien d'enfants chez les bébés? Si on dit qu'il y a 10, donc elle vous laisse avec les 10 bébés et elle vous fait monter en haut. Et si vous n'allez pas, là, vous êtes en problème. Ce sont donc 19 points qui composent aujourd'hui leur cahier de revendications. Grosso modo, nous avons une dizaine de points. Une dizaine de points qui a nécessité qu'effectivement, qu'il fasse adhérer nous à les questions à l'hygiène et la sécurité, les questions à l'application de la convention collective, un premier but que nous avons demandé, et aussi traiter les cas par cas. Je veux dire qui j'en fais qu'on a des salariés qui sont tombés malades au sein même de l'entreprise là. Aussi là que les services pompiers qui viennent chez eux, et pourtant déclaration après 3 mois pas faite. Déclaration accident à eux pas faite. Donc j'ai traitement à situation sociale à ces moments-là. Contactée, la direction n'a pas encore donné suite à nos demandes d'interview. Selon les agents grévistes, elle ne souhaiterait discuter qu'avec Elie Domota pour tenter de trouver une solution à ce conflit naissant. Sa demande reste en suspens. Et plus d'une centaine d'ambulanciers venus des autres départements d'outre-mer et de l'Hexagone se sont rencontrés ce matin à l'occasion de la 7e université des transporteurs sanitaires à la Creole Beach. Linda Kayarsi était également sur place. On regarde son reportage. Permettre une meilleure lisibilité des besoins en transport sanitaire dans le parcours de soins, la 7e université du secteur s'y emploie. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le paysage du transport sanitaire, on est tous pointés du doigt. On est pointé du doigt en disant mais sur une activité qui évolue entre 2 et 6% par an, ces entreprises-là doivent être florissantes. Alors que ces entreprises-là sont en train de se casser la figure, de décrocher totalement. Alors vous voyez, c'est assez antinomique, parce que d'un côté on a une croissance, de l'autre côté on a un décrochement. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'organisation. Et effectivement, dans les faits, aujourd'hui, une ambulance n'est utilisée qu'entre 40 et 45% du temps. La chaîne, les dépenses de santé ou encore les évolutions et marges de manœuvre du transport sanitaire, autant de thématiques abordées. Chaque région, bien sûr, a ses propres spécificités. Nous sommes dans un secteur où
j'allais dire, c'est un mouvement perpétuel. Donc les ambulanciers, comme tous les professionnels de santé, rencontrent beaucoup de difficultés. Vous savez que nous sommes à l'heure des restrictions budgétaires et comme dans toutes les professions, nous devons imaginer des modèles économiques qui soient efficients, c'est-à-dire qui puissent rendre le service pour lequel nous sommes mandatés, c'est-à-dire service sanitaire, le plus proche pour les évacuations sanitaires, pour le transport sanitaire de manière générale, mais aussi tenir compte des déficits colossaux qu'engendre le secteur de la santé. Aujourd'hui, l'avenir du secteur passe par des coopérations et mutualisations indispensables afin d'augmenter la qualité du service offert et son optimisation. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au Géant Casino de la ville du Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Eddie Planté pour Questions Directes.